Bonjour à tous, je vous propose de commencer ce webinaire. Juste en termes d'introduction, on va potentiellement vous diffuser des choses. Juste un petit point technique pour ceux qui verraient l'écran un peu trop petit, je vous conseille la manipulation suivante. Vous pouvez faire clic droit, afficher les commandes et ici vous aurez la possibilité de passer en plein écran pendant les différentes démonstrations. Voilà pour le petit point technique. Maintenant, je vous propose de passer directement sur le support de la présentation et de commencer directement par l'introduction et notamment la présentation de nos différents intervenants d'aujourd'hui. Donc, je vais laisser se présenter un par un. Donc, Laurent, je te propose de commencer. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Pour ma part, je suis Laurent Urbina, responsable de compte depuis 5 ans chez Anaplan. Et donc, j'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Betty, Thibaut et Abdelak. Très bien. Donc, moi, pour ma part, je faisais l'introduction. Donc, c'est Abdelak Nasri, directeur EPM chez Melton. Et je vais tout de suite laisser la main à Betty et Thibaut pour se présenter. Bonjour à tous, Betty Ladre, donc directrice des risques financiers pour le groupe Atlantique depuis 4 ans, donc en charge de la trésorerie groupe et des problématiques de devises et de credit management. Ravie d'être parmi vous. Bonjour à tous, Thibaut Sion, je suis trésorier chez Mobivia depuis maintenant 10 ans. Mobivia opère sous 9 enseignes, dont les plus connues sont Noroto et Midas. Ça fait un peu plus de 20 ans que je fais de la trésorerie. Je suis passé notamment par Kinepolis, Atos Origine, Auchan. Et puis voilà, donc je suis arrivé chez Mobivia pour m'occuper avant tout d'assurer la liquidité, de couvrir les risques et de choisir les outils adaptés. Donc c'est la raison pour laquelle j'interviens sur Anaplan. Voilà, donc j'en profite pour remercier Anaplan et la société Meltoine qui nous permettent aujourd'hui de mettre en place l'outil qui fonctionne depuis un mois. Merci. Merci Thibaut, merci Betty, merci Laurent. Donc, juste en termes d'agenda, donc ce que je vous propose là, c'est juste, on va avoir une introduction, on va avoir les retours d'expérience croisés, juste un petit point technique. À la fin, on a prévu une petite session, un petit moment d'échange de temps pour les Q&A. Donc ça, on va les garder pour la fin et la manière de poser les questions, ce sera d'intervenir. Vous avez un petit panneau à droite, chat participant. On vous invite à poser vos questions à cet endroit-là. Voilà, donc si c'est clair pour tout le monde, je vous propose de commencer directement avec une petite introduction générale de contexte faite par Laurent, et après on aura une présentation rapide des sociétés. Oui, donc effectivement, le pilotage de la trésorerie est par nature complexe du fait de l'hétérogénéité ou la multiplicité, si vous préférez, des systèmes d'information et des équipes sur lesquelles il repose. Si les entreprises géraient jusqu'alors tant bien que mal cette complexité, bien souvent à grand renfort de fichiers Excel, la Covid-19 a profondément changé la donne. Du fait de la crise sanitaire, les entreprises doivent aujourd'hui opérer différemment. Et pour la plupart d'entre elles, elles doivent concilier des recettes et des recouvrements en baisse avec une augmentation des dépenses, et ce notamment afin de protéger la santé de leurs salariés et de leurs clients. L'incertitude devenant la norme pour la période qui s'ouvre maintenant devant nous, les entreprises doivent disposer d'un outil fiable de prise de décision afin de connecter les indicateurs financiers et opérationnels. L'enjeu pour les directions financières et responsables de trésorerie est ainsi d'être en mesure d'évaluer facilement l'impact de décisions opérationnelles sur le niveau de trésorerie pour chacun des grands postes de recettes et de dépenses. Anaplan répond facilement à ces nouveaux enjeux, car il a été pensé autour d'une idée simple: reprendre les forces d'Excel, à savoir la simplicité et l'autonomie des opérationnels, en palliant ses principales faiblesses, que sont le manque de collaboration, de sécurité et d'évolutivité. Développé pour répondre aux enjeux de prévision et de prise de décision, Anaplan connecte et décilote les différents départements de l'entreprise pour fluidifier les prévisions et fiabiliser la prise de décision. Et ce, au travers d'une plateforme cloud nativement collaborative, évolutive et surtout administrable par les métiers. C'est grâce à cette approche novatrice, à une organisation dédiée à la satisfaction et à la réussite de nos clients, que nous accompagnons aujourd'hui plus de 1500 clients
dans le monde, dont plus de 200 en France. Nous accompagnons les sociétés de toute taille et de toute industrie avec une seule et même plateforme, une seule et même technologie, que nous aurons le plaisir de vous présenter au travers des exemples de Mobivia et du groupe Atlantique. Très bien. À présent, une petite présentation, mais très rapide de Meltoine. Donc, ce qu'il faut juste comprendre, c'est un appelant, finalement, c'est un éditeur. Meltoine, nous sommes intégrateurs. Donc, concrètement, Anaplan, éditeur de logiciels, Meltoine, nous intégrons la solution Anaplan. Après, Meltoine, c'est un peu plus large. Nous avons différents métiers chez nous. Une partie intégration ERP, une partie un peu plus centrée EPM, donc c'est l'exemple d'Anaplan, et une partie orientée du Data Analytics avec tous les sujets qui sont prédictifs. Ce qu'il faut retenir de façon très simple, c'est qu'on intervient dans plusieurs secteurs sur différentes solutions. Et ce qu'on vous a mis ici en affichage, c'est toutes les références que nous avons en commun avec Anaplan, donc tous les clients chez qui nous sommes intervenus. Voilà, ça c'était pour la présentation très succincte, très rapide de Meltoine. Maintenant, ce que je propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la prévision de trésorerie. Pour ça, on a prévu un petit support visuel. L'objectif est de présenter le contexte de la trésorerie et tous les sujets dont on va parler. Donc ça, c'est un retour d'expérience, c'est un slide de périmètre fonctionnel qui va nous aider à bien cerner de quoi on parle à chaque fois. Donc dans toutes les entreprises, dans la manière dont se présentent les choses, le cœur de l'élaboration budgétaire, il s'articule autour de ces 4 composantes. Toutes les boîtes vont planifier leurs ventes, toutes les sociétés vont planifier leurs achats. La partie investissement, alors ça dépend si on est dans l'industrie ou pas, mais c'est toujours un volet important avec un plan d'investissement et la gestion des CAPEX. Et après, on a tout ce qui est autre. Sur le autre, on verra de quoi on parle, mais il y a différents postes. L'objectif, c'est que tous les budgets sont faits sur une base financière comptable. Maintenant, ça se décline en 2 parties. Une partie charge produit qui va atterrir sur un compte de prévisionnel, où là, on est très orienté comptabilité, charge produit. Après, ces charges produits, ces achats, ces ventes, investissements, elles vont aussi se décliner en ce qu'on va appeler encaissement, décaissement. Ça, c'est ce qui va permettre de calculer une TVA. Et finalement, la grosse différence entre une partie compte de résultat, bilan et une partie budget de trésor, c'est que d'un côté, on raisonne charge produit, de l'autre, on va raisonner encaissement, décaissement. Une fois qu'on a positionné le contexte, on voit là, on a une petite brique. C'est tout ce qui est important, c'est on va avoir un raisonnement aussi bien sur le bilan que sur la partie trésor, où on va toujours prévoir et piloter nos variations. Et finalement, c'est notre position d'ouverture qui va piloter à terme notre position de clôture. Ensuite, ça, c'était le principe général de la prévision de trésorerie, de l'élaboration budgétaire de la trésorerie. Maintenant, si on regarde un peu plus au global ce qui se passe chez les différents clients chez qui on peut intervenir, et là, vous voyez qu'on commence à illustrer et à mettre en place un peu de contexte, à savoir qu'est-ce qui a été couvert dans le cadre du projet chez Mobivia, qu'est-ce qui a été couvert dans le cadre du projet chez le groupe Atlantique. Et on a choisi de présenter ça sous la forme de 3 niveaux élémentaires de pilotage de la prévision. Ces niveaux élémentaires sont le pilotage du réalisé, où là, les problématiques qu'on va avoir, c'est vraiment toujours l'intégration des grands livres, le suivi des variations, mais sur une période historique, et après la réconciliation très fine des ouvertures, plus les flux, donne la clôture. Donc là, généralement, ce qu'on retrouve en termes d'outils, ça ne va pas être des outils type EPM, ça va être des outils plus opérationnels. On parle d'outils de type Kyriba qui vont gérer l'intégration des relevés bancaires, gérer potentiellement les campagnes de paiement, et toutes les choses de ce type-là qui sont d'un ordre très opérationnel. Donc ça, ce n'est pas trop dans le périmètre de ce qu'on va montrer aujourd'hui. Ensuite, ce qu'on a, c'est on a un cycle de vie un peu plus court qu'on va appeler Reforecast. Là, généralement, on voit différents niveaux chez les clients chez qui on peut intervenir. On va avoir des horizons mensuels où l'objectif, c'est vraiment de prévoir nos variations de trésorerie sur un horizon soit glissant, soit fin d'année, et ça peut être tous les mois ou à la semaine. Et là, le gros enjeu, c'est d'arriver à faire une collecte rapide, généralement assez décentralisée, qu'il faut pouvoir consolider. Et la complexité du sujet, c'est finalement, une fois qu'on a fait ça, c'est l'analyse d'écart et la possibilité dans le système d'analyser ces écarts. Avec toujours les problématiques qui reviennent et qui reviennent en toile de fond sur tous nos sujets, c'est la gestion des intercos. Vous verrez, c'est une dimension qui est très présente dans les 2 démonstrations qu'on va faire.
Ensuite, on a un volet qui est plus orienté exercice qu'on fait une fois dans l'année sur un cycle annuel budgétaire, où là, l'objectif, c'est vraiment d'impliquer tous les métiers de l'entreprise. On l'a vu tout à l'heure avec les ventes, les achats, et de décliner finalement un PNL, un compte de résultats financier, sur lequel on va appliquer des règles d'encaissement, décaissement, qui peuvent être de type DPO, DSO, ou d'autres types qu'on va voir notamment dans la démo Groupe Atlantique. Et là, l'objectif, c'est de passer d'une vision charge-produit à partir d'un PNL pour décliner ça en encaissement-décaissement et avoir notre prévision de trésorerie. Donc, si c'est clair pour tout le monde, je vous propose de tout de suite passer au retour de l'expérience du groupe Atlantique, donc qui va se dérouler en 2 temps, une petite présentation du groupe et du contexte, et après, on déroulera sur une démonstration dans l'application. Merci Abdelhak. Donc, rapidement, je vous présente le groupe Atlantique en quelques minutes. Donc, il s'agit d'un groupe industriel français, familial, qui est né il y a un peu plus de 50 ans maintenant dans l'ouest de la France, en Vendée très exactement. C'est un groupe qui était donc français et qui est devenu au fil des années de plus en plus international. Et j'ai voulu insister dans la présentation sur la croissance importante du groupe depuis une dizaine d'années, avec donc une évolution du chiffre d'affaires vraiment très significative sur 10 ans. Et en 2019, à titre d'information, notre chiffre d'affaires consolidé atteignait 2,2 milliards d'euros. Une évolution des effectifs dans la même lignée. Donc là, je me suis arrêtée à 2019, mais là, voilà, on va dépasser les 10 000 employés en 2020. Donc, un groupe qui représente 17 marques. Alors, 17 marques, certaines sont très connues en France. Pour les autres, c'est surtout des marques internationales. On a 28 sites industriels, dont 13 en France, 38 implantations commerciales, donc des filiales commerciales un peu partout dans le monde, et on est présent commercialement sur 4 continents. Donc, voilà, un groupe qui, en 50 ans, est passé d'une petite PME française familiale à un beau groupe international. Très bien. Du coup, je continue avec la présentation du groupe. Sauf s'il y a des questions, mais je pourrais y revenir, bien entendu. Quelques mots rapides sur l'environnement SI du groupe Atlantique, parce que ça a un intérêt et un impact sur les organisations, notamment trésorerie, mais pas que. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc à fin 2019, le groupe Atlantique, c'était environ 100 sociétés consolidées qui interagissent sur une dizaine de RP différents. Donc, j'en ai mis quelques-uns pour les citer. Il faut savoir que le groupe Atlantique est en train de migrer vers le SAP S/4HANA, donc sur la majorité des sites, pas tous, mais l'idée, c'est quand même d'aller vers SAP S/4HANA. Et on a également des SAP un peu satellites à côté qui fonctionnent avec des SAP B1, All-in-One et SAP ECC qui est l'ancienne version du S/4HANA. Et puis d'autres systèmes présents dans d'autres pays qui sont ni SAP, ni ECC, ni du homemade system. Donc ça, c'est pour nos ERP. Et pour la partie trésorerie, on fonctionne avec Kyriba depuis 2008. Donc, pour gérer la trésorerie groupe, donc local et groupe, pour gérer tous les cash pools. Et à titre d'information, on reçoit à peu près 500 comptes bancaires par jour, 500 relevés de compte de 500 comptes bancaires par jour. Et on intègre les paiements depuis les ERP et on valide et on signe tous ces paiements électroniques directement dans Kyriba. Voilà, pour les grandes lignes de notre utilisation de Kyriba. Et en parallèle, donc notre logiciel de reporting et de consolidation, c'est Hyperion, donc HFM. OK. Donc ça, c'était pour la présentation du groupe Atlantique un peu au global. Donc maintenant, si on rentre plus précisément dans le contexte du projet. Donc le projet, le groupe Atlantique s'est vraiment focalisé sur repenser et refondre le processus budgétaire. Avant le projet Anaplan, on utilisait pour la partie trésorerie HFM pour élaborer un budget de trésorerie, ce qui est bien entendu pas du tout la vocation première d'HFM, qui est un outil de consolidation.
Et donc, on était arrivé à un niveau de complexité et de détournement de l'outil vraiment impossible à gérer. Et du coup, le manque de maîtrise des données a été le point de départ, c'est-à-dire qu'on était arrivé à un point où même nos consultants HFM n'arrivaient plus à nous aider à faire évoluer l'outil pour la partie trésorerie. Et bien entendu, on était incapable de simuler des changements, par exemple, sur les devises ou sur le cours de l'acier. On était incapable d'avoir l'impact direct dans le budget de trésorerie. Donc tout ça, c'était très handicapant pour faire un budget opérationnellement parlant. Donc l'un des objectifs, c'était bien entendu de simplifier ce processus budgétaire, l'élaboration, et surtout de le rapprocher d'un budget que chez nous on appelle finance, c'est-à-dire le budget de gestion. Qu'on soit capable de faire un pont facile entre un PNL financier et une vision cash du budget. On tenait à ce que l'outil soit accessible depuis tous les pays, parce que voilà, on a des pays où les réseaux, où les accès sont compliqués et c'est un problème récurrent et quotidien, donc il fallait que ce soit un outil accessible. Donc, qu'il ait la capacité de simuler, de faire du versionning, de se dire, voilà, hypothèse de l'acier à la tonne en version 1, en version 2, le dollar à tel taux, etc. etc. On tenait à ce qu'il y ait un vrai workflow entre les données financières et les données cash, c'est-à-dire qu'on puisse, à partir du budget de trésorerie, revenir facilement à l'origine de la donnée dans le PNL financier. C'était vraiment un besoin, je dirais quasiment le besoin primordial pour pouvoir expliquer les chiffres. Et enfin, on tenait, par retour d'expérience, à avoir la main, ici en local chez le groupe Atlantique, sur le fonctionnement de l'outil, son paramétrage et son évolution. Parce que c'est on a beaucoup apprécié de travailler avec Meltone, mais c'est aussi très important que justement on apprenne de Meltone pour devenir le plus autonome possible. Donc voilà, c'était les objectifs de départ. Très bien. Du coup, une fois qu'on a dit ça, je vous propose de passer directement à la démonstration dans la solution pour que vous puissiez voir et qu'on illustre un peu ce qui a été mis en place. Donc, je vais tout de suite partager, confirmer qu'on voit bien le bon écran. Voilà. Donc, je vous propose d'attaquer tout de suite la démonstration. Le mieux pour attaquer la démonstration, c'est de retenir deux choses. La première chose à retenir, c'est ce dont parlait Betty, c'est d'avoir un pont entre la finance et la trésor. Ensuite, ce qu'il faut bien retenir, c'est quand on parle de prévision de cash, on parle forcément d'ouverture et de poste de variation. Donc là, vous verrez, on a deux retours d'expérience, deux variations, mais le nerf de la guerre et ce qui est central dans tout ce qu'on va définir, c'est les différents postes de variation qu'on souhaite planifier pour avoir mois par mois la prévision de variation. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a ce pont entre le contrôle de gestion et la finance qui se passe finalement par une première étape d'import où on raisonne sur des balances analytiques budget. Donc là, ce que vous avez, c'est une balance analytique externe budget et une balance analytique groupe. Donc, pour le groupe, on aura toujours les partenaires qui sont définis, toujours la notion d'interco qui est toujours très centrale, mais on a intégré notre balance analytique en externe et en interne. Donc après, dans les gros postes qu'on avait sur la slide d'introduction, on voit finalement qu'on avait les invests, qui sont toujours un gros poste dans ce qu'on planifie. Et là, finalement, entité par entité dans le groupe Atlantique, on importait le plan budget des CAPEX. Ensuite, il y avait d'autres points, mais c'était essentiellement les prérequis. Donc, on a dit, on pilote que des variations. Donc, la notion d'ouverture est extrêmement importante. Finalement, on importait nos ouvertures. Abdelak, je complète juste. Un des points qui était clé aussi pour nous pour le budget, c'est qu'on a ramené le budget financier à un niveau assez détaillé parce qu'un des impératifs pour nous, c'était de récupérer les devises de transaction. Et c'est notamment le cas aussi sur le plan d'invest. Parce que ça nous permet derrière de gérer les problématiques de couverture. Voilà, je précise. Complètement. Non, complètement. La notion de devise de transaction, elle est importante et on va le voir sur les différents écrans. Donc là, une fois qu'on a fait ce premier pont, on a récupéré toute la matière brute pour pouvoir faire notre prévision de trésor. Sur la base de cette matière brute, là rentre en compte toute l'intelligence qui a été mise en place dans le cadre du budget. Et l'intelligence, finalement, elle se situe sur prévoir le cash-in opérationnel, prévoir le cash-out
et le non opérationnel. Donc finalement, chaque client que vous voyez va correspondre à un poste de variation de trésorerie sur le premier écran qu'on a montré, qui était finalement le cash flow planning pour le budget. Donc ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que l'outil, en plus de mettre l'intelligence sur les calculs et de ramener les données, il va permettre d'avoir de façon visuelle et assez simple l'avancement du processus. Là, ce que vous avez, c'est un avancement synthétique sur tout le process de planification, mais vous verrez qu'en fait, il est finalement piloté assez fin pour chaque entité du groupe, pour chaque poste de variation de trésor. Est-ce qu'on a terminé, est-ce qu'on n'a pas terminé? Donc ensuite, ce qu'on a choisi de vous illustrer, c'est les différentes méthodes d'élaboration budgétaire qu'on pouvait avoir. Donc chacun des postes, vous verrez, à chaque fois, il y a une différence à chaque fois. Le premier, c'est finalement les ventes internes. Donc, on l'a dit tout à l'heure sur le slide d'introduction, l'objectif, c'est de passer d'une vision charge-produit. Ça, c'est celle que vous voyez ici. Là, c'est les charges produits issues du PNL gestion par devise de transaction. Et là, je passe de ma vision encaissement, décaissement par devise de transaction. Donc là, vous voyez que finalement, on n'a pas grand-chose à faire. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre et ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'en arrière-plan, on a mis toutes les règles de facturation groupe. Les règles de facturation groupe vont donner quoi? Vont donner les délais de paiement et les devises de transaction. Donc, sur un montant qui est donné ici en vente, on va atterrir à partir d'une charge qui tombe en février, et ben, en fonction des conditions de paiement groupe entre partenaires, et on a renseigné tous les groupes dans l'application, on va tomber sur un encaissement qui va tomber en mai ou en juin. Et Abdelak, pour compléter, il y a aussi l'information de la TVA qui est importante et qui est pareil à remplir et à compléter flux par flux, où là, effectivement, on est parti d'un principe que dans les mêmes pays, on appliquait le taux plein normal. Mais on peut également ajouter un taux de TVA ou le pondérer en fonction du poids de certains pays ou de certains flux dans les flux d'achat interco et de vente interco. Et ce qui me semble aussi important, c'est que là, on ne le voit pas dans l'écran, mais à partir des données qu'on voit, total without VAT, on peut aussi retracer les partenaires. C'est-à-dire qu'ici, on a une vue globale des achats, des ventes euros, des ventes dollars, etc., dans les différentes devises. On peut, à partir de cet écran, aller voir le détail et savoir quel est le partenaire ou les partenaires concernés par ces ventes. Et c'est les partenaires concernés par les ventes qui permettent d'avoir la grille de la table des conditions de facturation groupe. Et de TVA. Ouais. Et donc là, oui, l'exception de TVA, elle sert d'une part à avoir des paramètres centraux généraux de TVA groupe, mais de pouvoir les faire variabiliser en mettant un taux de TVA moyen si nos ventes sont gérées sur des taux de TVA différents. Donc ça, c'était le premier point. Ce qu'on retient, c'est passage charge-produit à encaissement-décaissement et mise en place dans le système de toutes les règles de facturation interne au groupe Atlantique. Le deuxième point, c'est une méthode un peu différente. On garde le même fonctionnement, la même architecture, sauf que là, pour les ventes externes, il n'y a pas forcément de conditions groupe. Donc là, comment c'est piloté? Ça, c'est ma vision charge-produit. Ça, c'est ma vision encaissement-décaissement. Et là, tout l'objectif et tout le travail de la personne qui va planifier, c'est finalement de ventiler ces montants sur chacun des mois, sur des conditions de paiement différentes. Donc là, je peux changer ça en disant que finalement, 30% de mes conditions de paiement, elles sont à 30-60 jours. Et après, je les réajuste. Donc, on a des contrôles. Là, ce que vous voyez, c'est quoi? C'est les contrôles de cohérence en direct dans l'outil qui vous mettent en évidence tout de suite si ça va ou ça ne va pas. Et une fois qu'on pilote, on a directement en simulation les chiffres qui s'intègrent. Et on a une vision de l'encaissement sur l'ensemble des ventes externes planifiées en budget. On arrive à les splitter sur un horizon qui dépasse même l'année, parce que ça peut aller, si j'en mettais plus ici, j'irais jusque mai au maximum. Et ça nous permet très rapidement d'arriver sur une vision encaissement-décaissement. Et on a toujours tracé la devise de transaction. Abdelak, attends, excuse-moi, je reviens juste sur le point. Très rapidement, je refais aussi une aparté. Pareil sur la TVA, parce que la TVA, c'est quand même un gros sujet de la partie cash. Sur la TVA, ici, on a fait le choix dès le départ d'avoir un seul taux de TVA parce que c'était très compliqué de gérer des taux de TVA réduits ou différents taux. Dans certains pays, il peut y avoir plus d'une centaine de taux de TVA utilisés. Donc ici, on a vraiment pris le parti de dire à chaque trésorier, pour son propre site et pour chaque flux, d'aller nous donner un taux de TVA moyen pondéré en fonction des zones de facturation. Et donc ici, en mettant à jour le taux de TVA, ça met également à jour en direct les calculs de TVA qui est en dessous.
Merci, Betty. Du coup, là, on a fait deux types. Hein. On a fait le type avec intelligence dans le système, règle groupe. On a fait le type avec ventilation, grosse maille. Ça, c'est le même principe d'élaboration et de passage de la charge à encaissement-décaissement. Là, je suis à 100, mais je vais faire quelque chose d'un peu plus visuel. Je le passe à 50 ici, 50 ici. J'ai mes contrôles visuels. Là, la grosse différence, elle est qu'on ne gère plus la devise de transaction. Il n'y a plus lieu. On a géré que de la local currency ici sur nos achats groupes. Donc ça, c'était une méthode. La différence, c'est de voir qu'on peut en avoir des différentes et que là, si on n'a pas besoin du niveau de devise de transaction, ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de mettre sur tous les postes. Autre exemple, autre méthode. Sur cette méthode-là, ce qu'on voit, là, je laisserai voir, mais c'est que finalement, on ne pouvait pas avoir ce raisonnement de ventilation très grosse maille. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé une ventilation manuelle où finalement, chacun des montants va être positionné manuellement ici. Bon, on a différentes manières d'accélérer, notamment ici, ce qu'on peut voir, c'est que l'application, le système va nous permettre d'accélérer rapidement, de passer. Ça permet de mettre en évidence les contrôles, mais ce qu'on retient ici, c'est que c'est une ventilation manuelle pour les grosses wages. En fait, il était important pour certains flux, certains types de flux, notamment effectivement les salaires, de laisser la main aux utilisateurs parce qu'on a un vrai différentiel de lecture entre le PNL Finance qui, chez nous, dans le groupe Atlantique, va lisser un certain nombre de charges sur l'année et la réalité d'encaissement-décaissement sur la partie trésorerie. Là, justement, sur la partie salaire, il y a aussi toute la question des primes, des 13e mois, etc. Donc, c'était important qu'on puisse vraiment faire quelque chose. Oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez passer à n'importe quelle heure. Voilà. Voilà. Et donc, là, du Très coup, bien. Thibaut, je crois que tu n'es pas en mute. Pardon, un instant. Pas de souci. Donc après, sur nos différents postes, hein, on a vu, c'était ramener de la finance. On avait après des cas particuliers ici, notamment c'est important d'illustrer parce que ça ne pouvait pas faire partie du pont entre le contrôle de gestion et la trésor. Donc là, on a la vision charge-produit à renseigner qui va atterrir finalement dans le PNL et le décaissement, encaissement en manuel. Oui, encore une fois, ça c'est propre à notre organisation. Le budget est réalisé jusqu'au résultat opérationnel. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments, notamment financiers, exceptionnels, ou ce qu'on appelle chez nous hors gestion, qui sont exclus du budget finance. Et donc, il fallait bien intégrer dans la vision cash. Voilà. Donc après, gros poste aussi important, il y avait les investissements. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a ramené tout le plan d'invest et qu'on les a regroupés par typologie de cas pour pouvoir les piloter rapidement. Et après, il y a une partie qu'on a vue dans le schéma qui est importante, qui est la partie TVA, où là, finalement, le point important du système, c'est que sur la base de toutes les infos qui ont été collectées précédemment, c'est le système qui calcule la TVA et la charge à chacun de venir déterminer quand elle sera encaissée ou décaissée. Donc, ce qu'on a choisi là, jusqu'ici, on a choisi de vous montrer quelques exemples de pilotage. Une fois qu'on a fait ça, finalement, il y avait un écran pour chaque poste du cash. Et tout l'objectif, en termes de cash plan reporting, c'est de voir ce qu'on avait décliné. Donc, tous les écrans qu'on vous a montrés, finalement, servaient à voir nos variations qui, accumulées à nos ouvertures, permettaient d'avoir mois par mois nos variations de trésorerie sur tous nos postes et d'avoir ça de façon visuelle avec des contrôles de cohérence sur chaque écran et la possibilité de déclarer quand on a terminé. Mais tout l'objectif du moteur de calcul, c'était pont entre le contrôle de gestion, écran dédié pour la détermination de la variation encaissement-décaissement pour chacun des postes, synthèse en budget de trésor local, mais aussi budget de trésor groupe. Et accessoirement, on avait défini un PNL, un bilan et également un TFT avec quasiment aucune collecte complémentaire des entités locales. On va devoir terminer ici pour ne pas prendre trop de temps. On va devoir passer sur la partie Mobivia. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on avait également mis en place des contrôles pour s'assurer que ce pont entre le contrôle de gestion et la trésor nous permettait bien d'être cohérent et d'avoir toutes les données qu'on souhaitait. Donc, si c'est clair pour tout le monde, je vous propose de basculer sur la partie de la démonstration liée à Mobivia et de tout de suite donner la main à Thibaut. Je vais arrêter mon partage d'écran.
je vais remettre, vous me dites si vous voyez bien, je vais remettre cette partie-là. Hop. Voilà. Merci Betty. Et on fera intervenir pour la partie Lesson and Learn. Et je redonne tout de suite la main à Thibaut. Oui, merci, merci Abdelhak. Pardon Betty pour le petit problème micro, c'est le bon moment pour l'activer. Donc je vais commencer par présenter le groupe Mobivia. Comme je vous disais, Mobivia, c'est surtout les enseignes Noroto et Midas que l'on connaît en France, mais pas que. D'ailleurs, la plus grosse filiale n'est pas Noroto, c'est une filiale allemande qui est ATU et qui emploie 10 000 collaborateurs. Mais en tout, le groupe, c'est 23 000 collaborateurs, 50 millions de clients. Nous sommes présents un peu partout dans le monde, donc 19 pays, ça va de l'Argentine à la Russie, en passant par les pays scandinaves, mais on est surtout très bien représenté à travers nos franchises, y compris en Afrique. Donc, on a 2100 centres auto, que ce soit des centres ateliers ou des centres et magasins. 27 startups que l'on aide à lancer et donc le chiffre d'affaires en période normale, là, donc hors Covid, est d'environ plus de 3 milliards d'euros. Le groupe a 50 ans, donc créé par Eric Derville en 1970, donc c'est cette année les 50 ans. Nous avons grossi de façon, alors en croissance interne, mais aussi par acquisition. Étant Exadis en partenariat avec Renault, mais en fait la plus grosse acquisition, ça a été cette fameuse entité allemande ATU que l'on a acquis en 2016 et qui a fait que le groupe a connu l'endettement, donc le recours à la dette, seulement à partir de cette période. Voilà pour ce premier slide. Très bien. Alors, je vais passer du coup. Voilà. Donc, sous l'environnement SI, pour être comparable, et puis nous sommes aperçus avec Betty que nous avions pas mal de points communs, mais ça n'est pas un prérequis à la solution que nous avions imaginée. Donc, nous avons aussi beaucoup d'environnements, de RP comptables différents, puisque nous avons 150 sociétés consolidées au 30 septembre 2020. Ces ERP comptables sont Oracle, SAP, Coda, Navision, Cegid, mais il y en a d'autres, des plus petits, des moins connus. Nous avons Kyriba aussi comme outil de gestion de trésorerie. Donc Kyriba n'est pas antinomique avec Anaplan. D'ailleurs, nous les avons fait conquérir ensemble. Il y a eu une soutenance pour choisir quelle solution était la plus adaptée à notre besoin, et c'était en juin. Et c'est donc Anaplan était en face de Kyriba. Donc, ce sont bien sûr, ça ne remet pas en cause Kyriba, puisque c'est toujours Kyriba qui reçoit chez nous 800 comptes bancaires chaque jour, qui apporte la signature électronique sur les paiements que nous envoyons en banque. Et nous utilisons aussi Kyriba pour netter les flux intra-groupes, ce qui a permis de baisser de façon considérable les flux envoyés en banque. Donc, avec tout l'impact sur l'aspect fraude et sécurité qui vont bien. Notre logiciel de reporting et de conso, c'est le même que Groupe Atlantique, c'est Hyperion, voilà, que l'on utilise dans les phases budgétaires sur une vision annuelle et qui ne nous suffisait plus, en tout cas au regard de la crise que nous avons vécue. Et alors, nous avons bien sûr des KPI de façon mensuelle, mais qui ne sont pas suffisants pour avoir un regard critique sur la trésorerie. Et c'est bien ça qui nous intéresse. Voilà pour l'environnement SI. Très bien. Du coup, sur la partie contexte et objectif. Voilà, alors dans le contexte, bien, nous avons beaucoup d'entités, nous avons beaucoup de devises, nous avons donc une complexité à gérer. Nous avons, avec nos outils HFM, une problématique de simulation d'environnement changeant, et 2020 a montré que nous devions en avoir besoin. Surtout quand nous sommes dans une situation d'endettement. Quand on est cash riche, on peut peut-être se permettre de ne pas forcément voir l'avenir, mais quand nous avons des comptes à rendre à nos banquiers, c'est une chose, mais aussi à nos assureurs crédits, de façon à pouvoir obtenir de bonnes conditions de délai de paiement, c'est indispensable. Et nous avons un souhait, c'est de nous améliorer sur la réconciliation des flux interco.
Et là, il y avait vraiment un challenge. Donc voilà le contexte dans lequel s'est inscrit le projet. Le besoin en face de ça, donc, c'est de mettre en place un outil simple, fiable, dans un environnement complexe, comme je viens de vous le décrire. Nous avons le besoin, l'objectif de pouvoir simuler des changements, notamment en cas de crise, comme on l'a connu. Ça peut revenir, on le sait tous, sous cette forme ou sous une autre. Maintenant, c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer dans notre façon de voir la trésorerie. Et puis, un logiciel de prévision de trésorerie, c'est une chose, mais pouvoir analyser les écarts de façon à pouvoir s'améliorer. Et pour ça, il faut être à l'origine, le plus proche possible à l'origine de la problématique. Eh bien, c'était un besoin, un objectif que nous nous sommes fixés. Voilà pour les 3 premiers besoins. J'en ai 3 autres sur la slide suivante. Voilà. Donc, simplifier le processus de réconciliation des flux intragroupes, eh bien ça fait partie du contexte. Donc, l'objectif, c'est véritablement aujourd'hui de ne plus avoir ce souci. De challenger une méthode directe versus indirecte. Donc, la méthode indirecte, elle est issue de HFM au regard d'un budget annuel et des KPI mensuels. Mais voilà, une fois qu'on a cette méthode indirecte, que vaut-elle? On sait que beaucoup de choses se passent dans le working capital, dans le BFR, qui est finalement quelque chose qui nous rassure parce qu'on a cet agrégat qui nous permet de placer des choses que l'on ne maîtrise pas forcément. Et bien avec la méthode directe, on peut savoir si c'est suffisant ou pas. Et puis, nous avions un souhait, c'était de renforcer la collaboration des équipes autour d'un outil commun qui puisse embarquer, qui puisse faire plaisir, parce que chacun, dans nos différentes filiales, a son propre outil, a son propre comité de direction et n'utilise pas forcément l'outil commun HFM comme un outil d'opportunité pour travailler ensemble. C'est plus aujourd'hui une contrainte. Donc, on a voulu mettre qui embarque les gens et auquel il n'y avait pas de critique, puisque leur regard en méthode directe est infaillible, alors que la méthode directe est beaucoup plus faillible. Voilà pour nos besoins. Merci beaucoup, Thibaut. Ce que je te propose, c'est de passer sur la démonstration de l'application Mobivia et n'hésite pas à intervenir si besoin. Donc, vous me dites si vous me voyez bien mon écran. J'attends juste la confirmation de Laurent. Et donc, finalement… Alors, moi, je le vois. Voilà. Et donc, finalement, je pense que ce qu'il faut peut-être replacer, c'est le fait qu'on ait un exercice fiscal décalé. Ça, c'est important dans ce but. Voilà, donc nous clôturons au 30 septembre et donc comme je vous le disais, bon, on l'a mis en place, enfin, on a décidé de le mettre en place en juin. Il est déjà en production et sachant qu'il y a quand même eu un mois de congé puisqu'on était un peu fatigué après la crise. Donc tout ça pour vous dire que déjà le projet peut se mettre en place, en tout cas notre projet, et je ne le comparerai pas en tout cas sur ce point à Groupe Atlantique. Il est réalisable dans un calendrier comme celui-ci. Voilà. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'écran d'accueil pour un utilisateur final qui doit renseigner ces données qui sont demandées en collecte par le groupe. C'est très articulé autour des étapes de notre processus. C'est les entrées de cash, les déclarations interco, la réconciliation interco. Et ça, ce que vous voyez, c'est que ça couvre les phases réalisées, reforecast et budget. Donc, l'exemple qu'on a pris en termes de timeline et le contexte, c'est on a un budget qui est fait, qui a été renseigné dans l'application, et on considère pour la démo qu'on a fait la clôture d'octobre. Donc, nous avons intégré des données manuelles. On s'est finalement positionné à ce qui va se passer à la fin du mois. Et donc, ce qui va se passer à la fin du mois pour un utilisateur, il est responsable d'une BU ici. On voit l'organisation interne du groupe Mobivia. Et j'ai choisi de me positionner sur une BU. Donc, en tant que responsable de BU, à la fin du mois, ce qui va m'être demandé à moi en tant que collègue, c'est de passer sur ces différents écrans. Le premier, finalement, c'est celui-là. Dedans, on voit deux choses. C'est qu'on va demander de collecter sur tous les postes qui sont utilisés pour déterminer notre cash-in, notre cash-out et pouvoir calculer notre clôture. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'à partir du moment où on demande aux gens des prévisions fréquentes, il est extrêmement important de pouvoir initialiser les données pour que les gens travaillent par exception. Donc, toutes les données que vous voyez initialisées à partir des données budget. Et quand on fera le forecast de décembre, ce sera à partir du forecast de novembre.
Et là, vous voyez qu'on a une limite ici en termes de code couleur. Le octobre, c'est noir, c'est pas modifiable parce que c'est les flux de réalisés. Et donc, une fois qu'on a déterminé ça, c'est la première étape. Donc, normalement, celle-ci ne prend pas énormément de temps. Ce qu'on voit, c'est qu'on est sur du glissant. Hein. Donc, il faut au moins remplir la dernière colonne après. Mais normalement, les gens, ça ne leur prend pas trop de temps dans le sens où c'est toujours réinitialisé à partir de la dernière prévision et que le réalisé remonte automatiquement dans l'application. Une fois qu'on a fait ça, on a nos variations brutes. Maintenant, le point extrêmement important, c'est la gestion des déclarations. Dans un groupe comme Mobivia, c'est central. Donc, on a mis en place une phase dédiée. Le principe de cette phase dédiée, c'est pour chaque période de reforecast, et notamment pour le reforecast d'octobre, c'est de donner les partenaires, mettre un commentaire si besoin pour faciliter la réconciliation, la période sur laquelle va tomber le flux et la nature du flux. En fonction de la nature du flux, on sait si c'est du cash-in ou du cash-out, mais finalement, là où on a positionné un montant, va être déclaré dans la ligne interco du montant en question. En termes de méthode, il est possible d'ajouter manuellement des lignes, de faire des copier-coller ou de faire un import Excel. Et donc là, on est sur des déclarations bilatérales, dans le sens où on voit que les gens planifient et du cash-in et du cash-out. Ensuite, une fois que cette étape est réalisée, là, on rentre dans le cœur et le sujet le plus sensible qu'on a eu à traiter dans le cadre du projet Mobivia, c'est une fois que cette déclaration est faite, comment traiter cette réconciliation. Cette réconciliation, elle est gérée à deux niveaux. D'abord, un niveau synthétique qui finalement va nous présenter mes balances. Et donc là, j'ai finalement mes écarts, parce que ce tableau-là, c'est pour chaque entité, chaque partenaire, chaque grappe de réconciliation, mes balances. Là, je vois que j'ai pas mal d'écarts. Pourquoi? Parce que je suis le seul à avoir déclaré mes intercos et qu'en face, personne n'a rien fait. Mais le gros intérêt du système, c'est que c'est en temps réel. Dès qu'un partenaire déclare, je le vois tout de suite. D'où l'importance des plannings et de mettre des dates dans les processus des intercos. Et une fois qu'on a ça, qu'on a constaté un écart, on a beaucoup plus de détails et c'est là où on voit tout l'intérêt de l'outil. C'est qu'en temps réel, je vois vis-à-vis de chacun de mes partenaires les déclarations qui sont les miennes et les déclarations de mes partenaires. Donc là, je vois tout de suite, quand je regarde que j'ai des écarts partout, je me rends compte que c'est parce que je suis le seul à avoir déclaré et que mes partenaires n'ont rien déclaré. Ça, ce qu'il faut comprendre, c'est laisser les entités, c'est la partie extrêmement collaborative de l'application, mais on a mis une surcouche en interne où finalement, au bout d'un certain temps, quand on clôture et s'il reste des écarts, en centrale, on peut déclencher la réconciliation des intercos et ça va déclencher des écritures système non modifiables par l'utilisateur basées sur des règles acheteur-vendeur. Voilà, alors là, ça intervient à partir d'un certain calendrier et le calendrier est important. Vous voyez d'ailleurs qu'en haut de cet écran, vous avez un petit bandeau en rouge qui parle des étapes. Là, c'est jusqu'au 14 octobre, donc les BU actuellement sont en train de saisir les données. Et le 14 octobre à midi, on coupe l'application, on regarde les écarts et on lance la fameuse réconciliation qu'Abdelhak est en train de vous parler. Donc la notion de calendrier est importante puisque vous n'intervenez pas sur une entité qui n'a pas fini de saisir. Donc c'est véritablement important. Voilà, et du coup, c'est pour ça que le choix a été fait de mettre ces informations calendrier qui sont extrêmement importantes. On a toutes les dates qui sont gérées ici et visibles directement à l'entrée dans l'application. Et donc, tout l'objectif de ça, finalement, vraiment l'objectif de l'application qui a été mise en œuvre, c'était de consolider tout ça, de permettre à chaque business unit d'avoir ce reporting. On a finalement nos openings, toutes nos variations de flux en interne et en externe sur l'ensemble des postes de cash-in et de cash-out. Et ça, pour toutes les entités du groupe, mais aussi, finalement, en conso. Donc, soit en local currency, soit en currency group. Ça permet de piloter tout ça et d'initialiser une grande partie tous les mois. Cet état est très important. On l'a alimenté d'états de color coding. Vous voyez du rouge, vous voyez du orange. Par exemple, vous voyez des management fees qui sont dans la colonne flux externe. Ça veut dire que notre attention doit être portée sur le fait qu'une déclaration de management fees n'a pas été mise en interco. Donc l'application aide à la saisie. Quand vous mettez un signe moins dans du cash in, c'est un problème, c'est mis en couleur. Donc, avec un simple coup d'œil, vous voyez déjà si les données sont cohérentes.
Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est lié à la cohérence de la donnée qui a été saisie. C'est vraiment une aide aux utilisateurs pour qu'ils soient le plus autonomes possible. Et après, au-delà de ça, une fois qu'on a un cycle, comme chez Modivia, qui est un cycle de reprévision très régulier, très fréquent, ce que ça va nous permettre de faire, c'est finalement la partie analyse de version. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a la vision de la balance de cache. Première chose qu'on voit, bon, c'est des jeux de données, hein, mais grosse déviation entre le cache prévu et le cache du forecast de novembre. Bon, c'est plutôt une prévision dans le bon sens. Mais après, ça permet, et ça à tous les niveaux de l'entreprise, de voir finalement où est-ce que ça dévie. Est-ce que c'est mon cache-in? Et là, j'ai tout de suite sur les graphes la mise en place. Donc sur mon cache-in, c'est finalement, je n'ai pas des variations énormes. Sur mon cache-out, après j'en ai quand même quelques-unes tous les mois. Sur mon cache-out, voilà, ça dévisse, il y a quelques écarts. Les deux cumulés font qu'on cumule ça sur l'écart de la ligne balance. Et les écarts qu'on a tous les mois ici se répercutent pour augmenter l'écart de fin de position. Et ça, une fois qu'on a vu un poste en cash-in ou en cash-out, on peut descendre très très fin dans l'analyse et cibler vraiment les postes qui ont dévié. Et donc ça, de manière visuelle, de voir l'évolution entre mes différents scénarios. Et ce que vous voyez, c'est que finalement, c'est un outil qui nous sert à piloter la précision des prévisions sur l'ensemble du cycle annuel à partir d'une version budget et de voir tous les mois comment elle évolue par rapport aux reprévisions successives. Donc avec cet état, vous argumentez, vous pouvez expliquer vos écarts. Ce n'est pas toujours simple avec la méthode indirecte. La méthode directe vous dit où ça pêche et quand ça pêche. Et à partir de quel moment, selon le reforecast que vous avez saisi. Voilà. Donc, je pense qu'en termes de démonstration, on vous a montré vraiment le cœur de l'application. Donc, les écrans qu'on vous a présentés, ils sont déclinés avec quelques petites particularités sur du réel et du budget. Notamment sur le réel, il faut expliquer les positions de clôture du mois précédent avec les positions en banque. Mais c'est le cœur de l'application. Vous voyez que c'est un process qui doit être fait tous les mois et que ça permet d'avoir dans un système centralisé, sans aucune action centrale, toute la consolidation des prévisions, la gestion des intercos et l'historisation de toutes nos versions successives pour pouvoir les analyser les unes par rapport aux autres. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a notre petite bibliothèque de reporting accessible, encore une fois, à tous les niveaux de l'entreprise, qui est quand même assez... voilà, Thibaut vous a parlé de la structure du groupe. Là, ça ne matérialise pas le nombre d'entités légales, mais plutôt le nombre de BU. Mais ça permet d'avoir tous ces reportings à tous les niveaux de ces structures managériales. Donc, c'était ce qu'on souhaitait vous montrer pour la démo. Si c'est bon pour toi, Thibaut, je propose qu'on passe vraiment sur les derniers instants, sur la partie retour d'expérience et ce qu'il faut retenir d'un projet comme ça. Oui, alors peut-être pouvons-nous juste compléter par l'import de données en disant que c'est malgré tout extrêmement... il y a beaucoup d'informations, hein, ça c'est clair. La plupart de l'information existe sous des formats différents et souvent c'est Excel. Eh bien, si vous avez le même format que la maquette que l'on vous présente, un simple copier-coller, notamment dans les caches data entry, suffit pour alimenter vos états. Donc quelqu'un qui est réticent à saisir, eh bien vous lui dites: voilà, je t'envoie une maquette Excel, tu la complètes avec des formules, et puis tu peux ensuite faire un copier-coller, ça rentre très bien. S'il y a des anomalies de chiffres, de conventions de signes ou de choses comme ça, ça ressortira avec un color coding, et donc c'est malgré tout assez simple. Et puis tu parlais, Abdelhak, en effet de la duplication des données qui ont été saisies une fois, et bien ça sera automatiquement recopié dans la phase suivante, pour ne se focaliser que sur les changements, sur les mises à jour en cas de besoin. Merci Thibaut. Sur la dernière partie, ce que je vous propose, c'est vraiment d'avoir le retour d'expérience du groupe Atlantique et de Mobivia sur ce qu'il faut retenir d'un projet comme ça. Donc là, je vais tout de suite redonner la main à Betty sur vraiment, pour faire un projet comme on l'a fait, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, pour essayer de résumer ce qu'on aura retenu de cette expérience,
l'implication de la trésorerie ne doit pas se limiter, enfin du service trésorerie ne doit pas se limiter au module budgétaire de trésorerie. On voit qu'étant le dernier maillon de la chaîne et recevant toutes les informations provenant des autres métiers, que ce soit marketing, contrôle de gestion, finance, achat, etc., ça a été très important qu'on soit impliqué aussi dans la fabrication, dans l'élaboration des autres modules, puisque finalement, à la fin, ces données-là arrivent dans le module de trésorerie. Ce qu'on en retient également, c'est qu'on a catégorisé tous nos flux financiers en typologie cash. Donc, on a essayé vraiment de faire un pont entre la finance et la trésorerie et que c'est ça qui a vraiment aidé à la lecture et du coup à l'explication et à l'analyse. On en retient que c'est quand même très important de bien définir en centrale un certain nombre de règles qui, du coup, échappent aux utilisateurs locaux. C'est surtout échappe dans le sens ils n'ont pas à se soucier de ce genre d'informations. Alors, c'est toutes les données qui concernent les devises, les taux, les délais de paiement intra-groupe, enfin, tout ce qui a été aussi évoqué chez Mobivia. Et enfin, on avait à cœur de pouvoir construire des budgets de trésorerie locaux pour que ça puisse aider au pilotage local de la trésorerie, mais également que ça nous permette d'obtenir des informations et des restitutions consolidées niveau groupe. Et donc, on avait dès le départ pensé à ce paramétrage pour que le passage du local au groupe soit le plus simple possible. Merci beaucoup, Betty. Je passe la main un peu rapidement, c'est pour laisser un peu de temps aux différentes questions. Donc, je redonne tout de suite la main à Thibaut pour la partie. Merci, Abdelak. Oui, alors voilà, nous, ce qui est en avance, c'est le fait de communiquer le besoin le plus précis à son consultant. Comme je disais à Hugo, il ne faut pas hésiter à être bavard, quitte à en dire trop. Votre consultant fera le tri. Et puis, chez Meltoine, on a trouvé des forces de proposition. Donc voilà, il faut c'est véritablement important que le consultant comprenne bien votre environnement et puis puisse faire par rapport à un zoom out des propositions. Donc on les a eues et c'est aujourd'hui ça nous permet d'être confort par rapport aux besoins que nous avions. Alors après, oui, travailler le maquettage en se mettant à la place de l'utilisateur, l'utilisateur qui a déjà beaucoup de systèmes, parfois complexe. Donc, si vous l'embarquez pas, ça va poser problème. Il faut le convaincre. Il faut que les choses soient simples. Donc, travailler les écrans. Voilà. Donc, simple et sympa et puis embarquer. Donc, c'est aussi en lien avec le troisième point, c'est que après, il faut un animateur. Il faut que quelqu'un soit présent pour donner le challenge, pour rappeler les dates, pour répondre aux questions. Et en fait, hier matin, je me suis dit, il manque quelque chose. C'est juste un simple drive dans lequel chacun pose ses questions et on répond en face. Voilà. Donc, il y a une communauté qui s'est créée. Il y a même un groupe WhatsApp qui s'est créé qui s'appelle Anna Plankashis King. Voilà. Donc, il faut véritablement embarquer les gens et de manière à ce que ça puisse ensuite être leur outil, parce qu'ils en ont déjà beaucoup, et Anaplan doivent être leur outil qu'ils rapportent dans leur propre comité de direction. Le dernier, eh bien, c'est le temps de recettage. Ça, c'est alors nous, ça a été un planning très court, donc on a fait un recettage forcé, mais ça a marché parce que derrière, on avait une équipe qui répondait très très rapidement. Voilà, sans ces qualités-là, le projet aurait été plus difficile à sortir avec la qualité à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, c'est de directement passer au Q&A. Très clair pour les retours d'expérience. Merci beaucoup, Betty. Merci beaucoup, Thibaut. Donc, on a quelques questions. Ce que je vous propose, c'est de les lire et après de donner la main sur les différents intervenants qui, à mon sens, sont les plus concernés par la question. Donc, ça a été évoqué un peu, mais peut-être que pour les gens dans l'assistance, ce serait peut-être bien de rappeler les efforts de mise en œuvre pour les projets respectifs, Groupe Atlantique et Mobivia. Ouais. Ouais, Betty, du coup, je te laisse commencer. D'accord.
Alors, nous, le projet, il s'est étalé dans le temps. Alors, je dirais que dans la globalité, il a fallu 1 an et demi pour mettre en place le projet, mais voilà, du marketing jusqu'à la trésorerie. Donc, vraiment un processus budgétaire complet. Pour la partie trésorerie, en tant que telle, il nous a fallu quelques mois quand même pour bien définir, maqueter, mettre en œuvre, tester, recéter. Donc, pas 1 an et demi, mais comme on s'est inscrit dans un processus plus global, voilà, ça a fonctionné par étapes. Merci. Merci beaucoup, Betty. Thibaut, du coup, si tu peux juste redire, tu l'avais dit en intro de la présentation, mais peut-être juste redonner un planning très, très global. Fait le tour de table le 4 juin, nous avons signé le 15, nous avons mis en place les ateliers à la fin du mois de juin et durant le mois de juillet, y compris recettage et démarrage sur septembre. Alors pourquoi septembre? Parce qu'on voulait un atterrissage au 30 septembre. On voulait septembre. Et pas que nous, hein, bien sûr, nos banquiers, nos assureurs crédits, mais aussi le conseil d'administration qui a lieu actuellement. Donc c'était le challenge et ça a marché. Très clair, merci beaucoup. Du coup, j'en profite juste avant de passer à la prochaine question, j'en profite juste pour rappeler aux participants que vous pouvez poser directement vos questions sur le chat et je les lirai au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc, n'hésitez pas, c'est assez ouvert, hein, vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête. En attendant, je propose de continuer. Là, c'est en termes de projet, on a vu des choses très différentes entre Groupe Atlantique et Groupe Movia. Je pense que la question est plutôt pour l'éditeur Anaplan, c'est est-ce qu'il existe un préconfiguré sur la trésorerie qui permet de guider le client dans la définition du besoin et d'agir en tant qu'accélérateur de projet? On a deux façons d'opérer. On a soit en fait des apps qui sont des modèles préparamétrés qui peuvent servir effectivement de starter kit, de base pour supporter en fait un processus cible. Maintenant, cela étant dit, dans la grande majorité des cas, et c'est ce qui a été présenté aujourd'hui au travers des exemples de Movivia et de Groupe Atlantique, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, il n'y a pas un processus de trésorerie identique d'une société à une autre, même pour une même industrie. Et ça, c'est lié à deux choses. C'est lié à la spécificité de l'organisation et puis à la maturité sur le process à proprement parler. Et donc, c'est vrai que l'approche Anaplan, elle est plutôt d'être une approche en co-construction, de façon très pragmatique et itérative, où voilà, on identifie un besoin qu'on vient effectivement co-construire avec nos clients, ce qui leur permet effectivement d'être autonomes sur la solution par la suite et de pouvoir faire leurs propres évolutions, comme l'a très bien dit Betty. C'était un point qui est important aussi. Et donc, quelque part, le fait, faut pas avoir peur de partir de la feuille blanche. La prise en main se fait assez rapidement. Et comme l'a expliqué Thibaut dans le cas de Mobivia, on arrive à avoir une application en 3 mois, surtout qui a été mise en place durant alors post-confinement, mais du coup beaucoup de choses ont été faites à distance, hein, au travers de télétravail, même sur les ateliers, la modélisation. Donc on est tout à fait capable de tenir de tels délais et d'avoir un niveau d'autonomie des utilisateurs en l'espace de quelques mois. Merci Laurent. Du coup, ça fait bien le pont avec la question suivante. La question suivante, c'était sur le niveau d'autonomie de vous et vos équipes. Donc là, je pense que les questions concernent plutôt Groupe Atlantique et Mobivia. Donc, suite au projet, le niveau d'autonomie des équipes internes, plutôt des équipes centrales, hein. Donc, je vais laisser la main à Betty pour une première réponse et puis on donnera la main à Thibaut. Alors, pour notre part, le fait d'avoir passé quand même quelques mois sur le projet nous a quand même conduit à avoir une autonomie relativement très importante. Et aujourd'hui, effectivement, dans l'équipe, on est capable de mettre en œuvre des nouvelles interfaces, des évolutions sur les modules. Et ça, c'est quand même particulièrement confortable. Alors, côté Mobivia, l'autonomie était un souhait. Donc, nous avions commencé d'ailleurs ce projet par des formations Anaplan, très généralistes sur comment fonctionne. Et ensuite, nous sommes rentrés dans le besoin plus précis avec Meltone. Mais aujourd'hui, on
peut considérer que nous sommes sur la voie de l'autonomie. Tout n'est pas encore complètement réglé à 100%, mais on va dire qu'on est à 90%. Donc c'est quelque chose de tout à fait accessible en peu de temps. J'en profite aussi, puisque Laurent parlait du télétravail, nous avons été dans cette configuration et ça s'est plutôt bien passé. On s'est posé la question de savoir si nous allions recevoir les consultants chez nous ou pas, et puis nous, finalement, pour raison de sécurité sanitaire, nous avons tenté le télétravail. Ça a très très bien fonctionné. Je dirais que, sauf non, parce que nous avons décidé malgré tout de faire le recettage en présentiel, et ça reste important à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre les questions un peu dans le désordre, mais on a une question d'un participant sur l'implication des équipes IT dans les différents projets. Donc, moi, je ferai une réponse générale en vous disant que là où on sollicite le plus les équipes IT, généralement, c'est dans les phases de réaliser. Donc là, sur des phases de prévisionnel comme ça, il y a généralement un niveau de sollicitation un peu moindre. Mais je vais laisser, pareil, Betty prendre la main sur la réponse sur le niveau d'implication des équipes en IT. Et après, pareil pour le groupe Mobivia. Alors, en ce qui concerne l'Atlantique, je dirais que c'est assez rare pour être souligné, mais c'est l'un des rares projets où nous n'avons pas du tout eu affaire à la DSI, dans le sens vraiment technique du terme. C'est vraiment des équipes métiers qui ont défini la solution, donc en lien avec Meltone. Et aujourd'hui, c'est les équipes métiers qui maintiennent et qui font évoluer l'outil. Alors, ça demande quand même une appétence informatique, hein, il ne faut pas se mentir. Ça demande un attrait quand même pour les outils informatiques, mais en l'occurrence, chez nous, on n'a pas eu affaire à la DSI en direct. Merci. Thibaut. Alors, côté Mobivia, en fait, on avait déjà Anaplan avant d'avoir Anaplan. Donc, c'est-à-dire que notre projet basé sur le cash forecast a été rapide de mise en œuvre au regard de l'existence de Anaplan IFRS, puisque donc Anaplan existait déjà dans l'environnement Mobivia pour traiter les IFRS. Donc l'IT est intervenu à l'époque des IFRS pour juste regarder la conformité des serveurs, la sécurité du cloud, et ensuite nous n'avons plus entendu parler de l'IT. Donc pour ma partie cash forecast, nous n'avons pas été le service IT. Alors, je me permets juste de rebondir sur ce que dit Thibaut à l'instant. Effectivement, l'outil Anaplan est quand même passé au crible. Effectivement, au départ, c'était un prérequis lors d'époque, est passé au crible de la vision IT sur effectivement les réseaux et la compliance. Mais pour moi, l'implication de la DSI, c'est limité à ça. Et dans le projet, opérationnellement parlant, ils ne sont plus intervenus. Merci. On arrive à la fin de ce webinaire. Alors, deux choses. On va prendre peut-être une dernière question et après, on clôturera. Mais c'est aussi vous rappeler que vous aurez accès à toute la vidéo en replay après la fin du webinaire. Donc, dernière question, c'est en gros, pour chacun des clients, quelles sont les prochaines étapes, fonctionnalités que vous souhaitez mettre en place dans la solution? Donc, toujours dans le même ordre, hein, on va laisser le prendre la réponse. Et puis après, on passera au groupe Mobivia. Alors, pour ma part, aujourd'hui, on est en pleine réflexion sur maintenant intégrer les informations de comparatifs réels versus budget plus du rolling forecast. À aujourd'hui, le projet n'est pas tranché. On ne sait pas encore si on va déployer ça via Anaplan ou directement via SAP. Donc, voilà, il y a des études en cours. Après, au-delà de la partie trésorerie ou finance, aujourd'hui, Anaplan commence à être déployé sur des sujets notamment commerciaux, tout ce qui va être lié à la gestion des remises de fin d'année pour les clients ou les dérogations, les calculs de remises commerciales de manière générale. Donc voilà, et les contrats aussi publicitaires. Voilà. Donc sur la partie commerciale, je sais qu'Anaplan est utilisé aussi chez nous sur d'autres sujets qui n'ont absolument rien à voir. Très clair, merci beaucoup. Côté…
Alors, Mobivia a le souhait d'interfacer un peu plus la remontée d'informations dans l'application, parce qu'aujourd'hui, donc, c'est beaucoup du déclaratif sous différentes formes. Mais si on peut rester sur un fil rouge qui est HFM et qui est aujourd'hui notre outil de consolidation en partant des données sociales, ça pourrait permettre de gagner un peu de temps. Ensuite, pourquoi pas attaquer la réconciliation des intercos, mais cette fois-ci en social, puisque ça reste un sujet chez nous. Voilà. Puis après, eh bien, si un jour on peut aller attaquer la réconciliation de la vue indirecte à la vue directe, comme le fait le groupe Atlantique, ce serait notre étoile. Merci beaucoup, Thibaut. C'est très clair. Donc, je remercie tous les participants, hein, Betty du groupe Atlantique, Betty Ladre, Thibaut Sion et Laurent Urbina de chez Anaplan. Je remercie également tous les participants. Je vous rappelle encore une fois que le webinaire, la vidéo va être accessible après la fin du webinaire. Vous recevrez un mail. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez la moindre question. Des questions ont été posées sur le chat, mais si vous en avez deux, on vous laisse la slide des contacts ici. Mais n'hésitez pas à nous contacter en direct. On se rendra disponible pour répondre à vos questions. Et encore une fois, merci à tous pour votre participation. Merci à vous tous.